Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Judith Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. Et Jonathan Youn, bonjour. Bonjour Steve. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter votre roman graphique composé avec le dessinateur Nicolas Otero, une bande dessinée roman graphique intitulée Joseph Kessel, l'Indomptable. C'est publié aux éditions Stenkiss et c'est une plongée absolument passionnante dans la trajectoire exceptionnelle d'un homme de son temps, à la fois aventurier, grand reporter, romancier, résistant, académicien. Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué dans le parcours de Joseph Kessel, Judith ou Jonathan? Ce qui nous a le plus intrigué, c'est ce que vous dites d'abord, c'est-à-dire l'articulation de différentes compétences qui sont toutes, on va dire, quasiment à égalité. C'est-à-dire que c'est un excellent journaliste-reporter et c'est un romancier qui va obtenir des prix, qui écrit tellement bien qu'il va être à l'Académie française, et à la fois c'est un aventurier qui se retrouve sur toutes les scènes de guerre. Et chaque élément nourrit la suivante, l'autre activité. C'est ça. Jonathan, il est. En tout cas, chaque expérience de vie le marque au point de faire évoluer son rapport à l'écriture. Son rapport aux autres, mais son rapport à l'écriture. Lorsqu'il est reporter de guerre, c'est par hasard et il décide de le continuer à l'être. Lorsque la Seconde Guerre mondiale se déclenche, il n'a plus envie de couvrir les guerres. Lorsqu'il découvre les images de la Shoah au tribunal de Nuremberg, il n'a plus envie de rendre compte des procès et du verdict. Et puis enfin, quand il découvre qu'Israël obtient son indépendance, il a envie de la renouer avec le reportage de guerre. Donc voilà par exemple des exemples qui montrent à quel point chaque expérience de vie, chaque moment de sa vie marque son parcours et l'amène jusqu'à l'Académie française où il aura cette phrase très particulière où il dira « Aujourd'hui, on m'a confondu avec le grand écrivain que j'aurais dû être si je n'avais pas autant vécu ». Alors après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il a servi comme aviateur engagé volontaire, vous lui faites dire face au cadavre, en réécrivant un passage des Temps sauvages, l'un de ses livres, je me suis dit que voir l'enfer si jeune, c'était peut-être une chance. Avec la guerre, j'avais vu le pire, j'aurais eu raison si le pire avait des limites. Cette confrontation avec les limites, les marges de la vie, ce fut l'un des fils rouges de l'existence de Joseph Kessel, Judith. Alors c'est un fil rouge et qui commence bien avant ce passage, c'est-à-dire que lui... il a 1 an quand il est né en Argentine, dans une colonie juive, qui avait été un projet qui avait été imaginé par le baron de Hirsch. Et puis à 1 an, il va se retrouver sur un bateau dans une traversée de tous les dangers, en ce qui concerne Kessel lui-même, puisque on pense qu'il va mourir. Il a 1 an et on a déjà construit le petit cercueil dans lequel on doit l'enterrer. Et là, il va échapper à la mort parce qu'il y a du lait d'ânesse, enfin un truc qui a l'air complètement... fou, et pourtant c'est vrai. Et ensuite, bien en Russie, il va échapper à des pogroms, donc il va vivre des pogroms. Et puis, hop, il se retrouve, il faut qu'il reparte à Nice. Mais en fait, on est déjà dans cette question de au bord de la mort, toujours, et au bord de la survie, et toujours dans une soif de vivre. Pour la partie adulte de sa vie, est-ce que c'est aussi une manière, ce goût pour l'aventure, pour cette confrontation avec la mort, est-ce que c'est aussi une manière pour lui d'échapper à l'absurdité de la mort de son frère, dont il est très très proche? Il y a dans tous les cas une volonté de ne pas penser à ceux qu'il a perdus, ou en tout cas d'être au plus proche de la mort pour y penser d'une autre manière et par un pas de côté, puisque ce n'est pas sur eux qu'il écrit dans un premier temps, c'est sur les morts qu'il côtoie dans les zones de guerre, mais il finira quand même, il mettra d'ailleurs 20 ans à l'écrire, à rendre compte de la mort de son frère dans un livre vous y revenez à la fin du roman graphique. Voilà, le tour du malheur. Donc oui, il y a quelque chose autour de cette capacité à vivre pour deux, comme il dit, pour ce frère qui d'ailleurs s'appelle Lazare et qu'il a perdu autour de 20 ans. Il a un côté aussi borderline parfois, qu'il assume d'ailleurs, cette confrontation avec les gens qui se trouvent aux marges de la société, les bandits, ça l'intéresse parce qu'il sent que quelque chose s'y l'attire dans cette violence assez brutale. Alors, d'abord, il ne veut pas rester dans le statut de victime, je pense. Donc ça, c'est important. Donc, il va voir du côté des assassins, il va voir du côté des délinquants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène? On pourrait imaginer peut-être que c'est sa manière de sonder l'âme humaine. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente au départ. Il a envie de comprendre ce qui se passe et il s'immerge
il n'a pas peur en fait de cette immersion dans le monde interlope. Et avec cela, il se teste lui-même. J'ai envie de dire, au fond, nous sommes tous confrontés à cette question et on le ressent plus particulièrement, il me semble, quand on va dans les mémoriaux de la Shoah ou quand on va à Auschwitz, parce qu'il y a devant nous à ce moment-là l'horreur humaine qui nous répulse, et à la fois je pense que chacun se trouve confronté avec sa capacité de violence, sa capacité d'inhumanité contre lequel il y a et un combat à mener qu'il mène et un désir de vivre qui doit l'emporter. Pour revenir à la mort, sa vie et son œuvre ont souvent eu parlé avec la maladie. Vous parliez de ses premiers mois de naissance. Sa mère souffrait du cœur. Sa première épouse mourra à l'âge de 30 ans de la tuberculose. Un drame qui le conduira à écrire Les Captifs en 1926. Un livre qui fut couronné du Grand Prix du roman de l'Académie française. Dans quelle mesure vous pensez que ça a aussi animé quelque chose dans sa vie? Ça l'a conduit à tenter certaines expériences? Oui, sa rencontre avec la mort de elle gens est partout. Si proches, elle est tout le temps là. Même lors de sa première expérience en dehors du cercle familial, parce que là vous parlez de sa femme ou de ses parents. C'est pendant la Première Guerre mondiale, quand il est engagé, et son capitaine, dont il devient très proche, meurt. Qui est antisémite. Qui est antisémite par ailleurs, mais malgré l'antisémitisme, il noue une amitié et il meurt après qu'il passe une nuit à lui tenir la main. Et il assiste à ce dernier souffle. Donc oui, la mort. Du coup, on se posait la question. Est-ce qu'il a la mort aux trousses? Est-ce que c'est la mort qui le poursuit? Ou finalement, est-ce que c'est lui qui va au plus proche de ceux qui risquent leur vie? Et de fait, plutôt que d'avoir la mort aux trousses, il a choisi de l'affronter et de la suivre pour écrire contre la mort. Il suit comme grand reporter la montée du nazisme, la guerre d'Espagne, rejoint ensuite la résistance, un engagement qui aura pour corollaire littéraire l'Armée des Ombres. Qu'est-ce qui le conduit à sortir de la position de témoin pour devenir un acteur de l'histoire? Judith Cohen-Solal. Alors d'abord, je pense qu'il est lui-même français, donc il est en cause, parce que quand il va témoigner, il va être reporter de causes qui ne sont pas les siennes, c'est-à-dire dont il pense que humainement, elles doivent être partagées et il faut en témoigner, et que c'est une manière de participer à un combat qui n'est pas le combat pour sa propre liberté. Là, on parle de la France, qui est son pays, dans lequel il vit, et évidemment, c'est la possibilité pour lui de se battre pour sa propre liberté, pour libérer aussi son pays. Joseph Kessel est traumatisé par les images des camps de la mort. Il reprendra néanmoins la route en 1948, au moment de l'indépendance de l'État d'Israël. Quel était son rapport au nouvel État juif? C'est un rapport compliqué, long, puisque lui-même est né dans un lieu d'un projet collectif juif. Il est né dans une colonie créée par le baron de Hirsch en Argentine, à Santa Clara, et ses parents finalement abandonnent ce projet collectif juif pour retourner en Russie. Donc lui, il est né dans un projet collectif juif qui n'aboutit pas. Il va en Palestine dans les années 20 et il se rend compte du projet sioniste, mais qui est à ses débuts, et il n'y croit pas. Il dit c'est une chimère. Et donc en 48, au moment de la création de l'État d'Israël, il y retourne, enfin il y va pour la première fois, et il voit la réussite de ce projet dans lequel il ne croyait pas, et il voit la réussite d'un projet qui correspond au projet de ses parents qui n'y arrivent pas. Et vous lui faites dire, je n'aime plus la guerre, je suis venu en Israël en hommage à mes parents. Ben oui, parce que pour lui, ses parents ont dû subir l'antisémitisme toute leur vie, parce que le projet collectif juif dans lequel ils étaient n'a pas abouti. Et là, il assiste à celui de son ami Chaim Weizmann. Et il va rendre visite d'ailleurs au premier président de l'État d'Israël lors de son arrivée pendant la guerre d'indépendance. Et il dira, on lui fait dire qu'il est ravi, mais il le dira dans ses écrits par la suite, Terre d'amour et de feu, et à une ode au sionisme. Donc il est très attaché à l'existence de l'État d'Israël, mais il assume d'être un étranger, et d'ailleurs il a le visa, c'est le premier visiteur étranger, il a le visa numéro 1. C'est un formidable roman graphique que vous signez tous les deux, Judith Cohen-Solal et Jonathan Yono, en compagnie du dessinateur Nicolas Otero. Je rappelle son titre, Joseph Kessel, L'Indomptable, c'est publié aux éditions Stenkiss. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, à très bientôt sur Radio J. Merci à vous. Merci Steve.